Bienvenue dans Big Boss, votre mensuel économique vous emmène aujourd'hui dans le monde pharmaceutique, Paul. Oui, Marie-Noël, bonjour à toutes et tous et bonjour à vous, Sophie Eckermann. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Big Boss. Vous êtes la Big Boss de Sterop, producteur de médicaments installé à Anderlecht. Alors Sterop, c'est une histoire de famille. La preuve avec cette photo, on aurait aimé que vous nous la commentiez. Qui est cette personne ? Alors cette personne, c'est Luc Eckermann, c'est mon père. Et là, il doit être dans la fin de ses 20 ans. Il est pharmacien d'industrie. Il a fait ses candidatures en médecine. Et à la fin de ses candidatures en médecine, son père lui a demandé de reprendre le laboratoire qu'il avait créé en 1947, après la guerre. Donc votre grand-père était le fondateur de la société. Absolument, mon grand-père, Joseph Eckermann, pharmacien également, avait une officine à côté de vos studios d'ailleurs, et 7 enfants, et les circonstances après-guerre étaient tellement difficiles qu'il s'est dit il faut que je crée quelque chose pour pouvoir nourrir ma famille et pour aussi participer à l'essor économique de la Belgique à l'époque. Et alors, vous avez cité votre grand-père pharmacien, votre père pharmacien. Vous n'êtes pas pharmacienne, vous êtes une businesswoman, si je puis dire. Oui, moi je suis ingénieure commerciale de l'IAG. Et puis j'ai fait 2 années d'ingénierie pharmaceutique à l'UCL, en travaillant déjà, pour mieux comprendre tous les tenants et aboutissants d'une production pharmaceutique. Mais je ne suis pas pharmacienne. Non. Et autre photo qu'on pourrait montrer justement par rapport à votre parcours, c'est la suivante qui date de 2015. Ici, on vous voit avec un prix entre les mains, le prix de meilleur exportateur en région bruxelloise. Vous avez reçu ce prix, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? De la fierté, j'imagine. Et beaucoup de reconnaissance surtout. Parce que c'est notre département export qui a rempli le dossier, parce qu'ils sont très 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 fiers de ce qu'ils réalisent chaque année. Et beaucoup de reconnaissance pour tout ce que notre personnel et notamment les personnes qui suivent les clients, qui permettent à nos produits de partir dans le monde entier, ont réalisé et qui nous a permis d'obtenir ce prix. Et dans la salle, eh bien, mon père était là et c'est vrai que c'était un très grand moment d'émotion parce que ça m'a permis de pouvoir, en public, leur remercier des valeurs qu'il m'a transmises et aussi de croire en nous, la nouvelle génération, pour poursuivre ce développement de cette société. Alors cette société, on va la découvrir en images puisqu'elle se trouve avenue de Scheut. C'est là qu'est né Sterop. Je vous propose tout de suite une plongée dans la société. Nous voici au cœur de l'entreprise Sterop. Sterop comme stérile Hoplocine, solution stérile. Dans ces ampoules, de la vitamine B12. Un peu plus loin, une autre ligne est dédiée à de l'atropine. Plus loin encore, c'est du glucose qui est scellé avant d'être stérilisé. Sur une journée, on peut arriver aux alentours de 200 000 ampoules par jour. Ce qui, l'année passée, on était aux alentours des 30 millions de pièces sur l'année. Leader mondial dans la production d'ampoules injectables à usage hospitalier, l'entreprise est basée à Anderlecht depuis 70 ans. Une centaine de personnes, dont 70% d'ouvriers, travaillent sur le site de production, installé en intérieur d'îlots sur près de 14 000 mètres carrés. Nous sommes dans la zone de contrôle des ampoules. Cette machine contrôle s'il y a des particules dans la solution et s'il y a des micro-fissures dans l'ampoule. Les ampoules qui sont bonnes sortent par ici et alors les rejets sortent ici. Ces rejets sont détruits à la fin de la production. À l'étage, on trouve le laboratoire. 14 personnes y travaillent plein temps. Ces laborantins effectuent des contrôles microbiologiques sur la production plusieurs fois par jour. Si Sterop fabrique ses propres produits, il le fait aussi pour compte de tiers. Nous vérifions les résultats de ce que nous allons mettre sur le marché, c'est-à-dire nous allons vérifier les dosages, les pH. Ceci se fait par une série d'analyses générales. Comme vous voyez ici, ça c'est pour la chimie, on va dire, de base, qui sont des précipitations, des identifications ou principalement des titrages. Ampoules, mais aussi comprimés, crèmes, sirops produits par Sterop passent au labo avant la phase finale, le conditionnement. Une trentaine de personnes réceptionnent, étiquettent et emballent les médicaments destinés aux clients belges, mais aussi étrangers.
Ici, nous conditionnons tous les produits qui ont été remplis et à partir d'ici, ils partiront dans les différents hôpitaux belges, dans les officines et à l'exportation en Afrique et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, Sterop réalise 75% de son chiffre d'affaires à l'étranger. En 2016, l'entreprise pharmaceutique parle même d'une année record pour les ventes à l'exportation. Prochain challenge, s'ouvrir à de nouveaux défis thérapeutiques, à l'image de cette nouvelle ligne de production créée spécialement pour s'attaquer au marché anglo-saxon. Voilà, Sterop vu de l'intérieur. Sophie Kerman, au départ, c'était une boîte bruxelloise qui vendait en public belge, un marché belge. Maintenant, c'est de plus en plus l'exportation. C'est votre patte à vous, ça, Oui. si je puis dire? Alors pour revenir à la photo, donc quand papa a repris le laboratoire de son père, il n'y avait plus que 2 ouvriers. Donc c'est vrai qu'il y a une belle croissance avec des acquisitions de sociétés pour étoffer le portefeuille de produits. Donc au départ, c'était vraiment des productions pour le marché belge. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous développons aussi de nouveaux produits à visée exportation. Et ça, c'est votre rapport à vous? C'est ce que vous avez insufflé dans la société? Alors, c'est le monde qui le veut. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé il y a 22 ans, historiquement, le Congo était un marché de référence parce qu'il y avait ce pont entre la Belgique et le Congo assez évident. Et les premières années de ma carrière chez Sterop, c'était vraiment ce développement des marchés à l'exportation, donc rencontrer les autorités des pays, enregistrer nos produits dans ces pays et avoir une démarche d'écoute aussi, de compréhension de leur marché, parce qu'un marché n'est pas l'autre, une culture n'est pas l'autre, une culture aussi des affaires est différente d'un pays à l'autre, donc c'était très enrichissant. Alors oui, c'est pas fini, mais avant de parler de l'avenir et du futur, l'actualité de Sterop, elle est aussi judiciaire. Le tribunal de Bruxelles vient de vous condamner, vous et vos parents, à des peines allant de 2 ans à 3 ans de prison avec sursis, pour, je cite, trafic de drogue, violation de la loi sur les médicaments et commerce de médicaments contrefaits. Oui, c'est l'histoire de cette exportation d'éphédrine vers le Mexique plus particulièrement. Ce qui est interdit, si j'ai bien compris, il est utilisé dans la fabrication, il peut être utilisé dans la fabrication de méthamphétamine, qui est donc une drogue. Vous avez décidé de faire appel. Pourquoi, tout simplement? Pour plusieurs raisons. Mais d'abord, il faut remettre les choses dans son contexte. Les sociétés sont saines, les sociétés continuent. Donc il n'y a que les personnes tout est relatif, les personnes. Donc il faut vraiment bien distinguer cela. Pour justement souligner qu'au niveau des règles, au niveau de la finalité, ce que les entreprises ont réalisé, il n'y a pas de défaut. J'avoue que ce jugement m'a consternée, j'avoue que je n'ai pas d'habitude judiciaire, j'avoue que cette procédure est nouvelle pour moi, j'avoue que j'étais aussi mal préparée à affronter cela, parce que je consacre mon temps à créer, je consacre mon temps à être tournée vers l'avenir, et c'est vrai que revenir sur des éléments d'il y a plus de 10 ans, c'était pour moi difficile, parce que justement nous avions respecté tout ce qui était à respecter à l'époque. Donc c'est une décision qui m'a frappée de plein fouet, donc j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Depuis jeudi, donc c'était la semaine dernière, donc depuis une semaine, je pense que j'ai énormément appris, je pense que j'ai énormément mûri, et je pense que je serai beaucoup plus forte, ainsi que mes parents, pour nous préparer et pour nous défendre, et pour prouver que nous sommes totalement innocents, pour nous laver totalement de cela dès qu'on le pourra en appel. Et là, vous évoquez la préparation au procès lui-même et à l'appel qui va se dérouler ultérieurement. Mais est-ce que l'entreprise elle-même a eu un problème de précaution, un défaut de précaution finalement, en envisageant l'exportation vers le Mexique, alors que c'était tout simplement pas possible? Là, je vous interromps immédiatement, les choses sont très claires. Nous avons suivi toutes les procédures adéquates. Nous avons obtenu toutes les autorisations adéquates. Et donc, à ce niveau-là, le personnel qui a réalisé ces exportations
l'a fait en toute conscience et en suivant les procédures. Donc tout a été réalisé suivant les normes et les règles. Où est la faille alors? Alors la faille, mais je n'ai pas de réponse à vous donner parce qu'il n'y a pas de délit, on n'a pas trouvé de drogue, on n'a pas pu prouver qu'il y ait quoi que ce soit qui ait été fait avec un seul de nos comprimés. Donc le délit, on n'en voit pas. Un baron de la drogue, il n'y en a pas. Donc il y a quand même eu l'exportation de cette éphédrine. Il n'y a pas de poursuite de la part du Mexique envers qui que ce soit. Or, ça s'est passé au Mexique. Mais vous êtes condamné en Belgique par rapport au respect de la loi belge. C'est là que les choses sont surprenantes, parce que s'il y a un délit dans un pays, c'est dans ce pays qu'il y a une justice adéquate qui gère les choses. Or ici, nous sommes poursuivis en Belgique pour des délits qui se seraient peut-être passés, mais il n'y a pas de preuve qu'ils se soient passés. Non, mais il y a l'export de cette éphédrine, donc il est dit par le parquet fédéral que ça pose problème. Il faut bien situer les choses. Les comprimés d'éphédrine sont des médicaments. Une nouvelle catégorie dans la loi des précurseurs a été éditée en décembre 2013. Et dans cette nouvelle catégorie, les médicaments à base d'éphédrine sont entrés aussi dans cette loi des précurseurs et qui était d'application dès la fin 2013, janvier 2014. Nous parlons de faits qui se sont passés en 2007. Ça va être votre ligne de défense? Elle est beaucoup plus complexe que cela, notre ligne de défense, parce qu'en 2007, il y avait une législation qui existait. Nous exportions, et nous exportons toujours des médicaments. Pour exporter des médicaments, il y a un certain nombre d'autorisations que nous devons obtenir de la part du distributeur à qui nous vendons des médicaments, ce que nous avions à l'époque. Mais vous avez aussi travaillé avec un intermédiaire indépendant. Est-ce que vous aviez le contrôle, qui a aussi été condamné du reste en première instance? Est-ce qu'il y a un défaut de contrôle? Est-ce qu'il y a eu un relâchement du côté de l'intermédiaire en question? Je n'ai pas de réponse, je ne peux pas répondre pour lui, mais l'intermédiaire, pour préciser, l'intermédiaire que nous avions était une société allemande avec laquelle nous travaillons depuis plusieurs années précédant ce client de 2007 mexicain qui nous a apporté. Donc il y a une succession d'événements, mais nous sommes très sereins parce que effectivement les choses... La loi du médicament est une loi très complexe qui règle avec énormément de détails toutes les procédures, que ce soit d'achat, de fabrication, de vente de médicaments. Et nous avons suivi ces règles. Donc je peux comprendre que c'est vraiment complexe au niveau judiciaire belge de le comprendre, mais nous allons poursuivre notre raisonnement et notre développement. En tout cas, ça a été un moment, et ça l'est encore, je pense, un moment difficile. L'entreprise a même été menacée de fermeture par le parquet. Il n'en est rien. J'imagine, quand on est patronne, quand on est responsable d'une centaine de personnes, ça doit être difficile à gérer. Alors, comment on gère ce genre de crise? Comment l'avez-vous géré? Alors, heureusement, très vite, les sociétés ont été mises hors poursuite. Ce qui est vraiment essentiel, parce que nous employons 100 personnes, vous avez visité l'entreprise, c'est 100 familles. Donc c'est vraiment 100 personnes qui ont un job, c'est souvent des personnes, notamment dans le département des ouvriers, qui n'avaient pas de qualification quand ils sont entrés chez nous, qui ont été formés chez nous, donc qui ont réussi à grandir. On a une fidélité auprès de notre personnel qui est fabuleuse, parce qu'on a vraiment ces valeurs familiales qu'on transmet à l'ensemble de notre personnel. Donc c'est vrai qu'ils avaient une très grande inquiétude, et je dois dire que c'est ce qui m'a le plus touchée, parce que derrière chaque épreuve difficile, il y a aussi des points positifs. Et les aspects positifs que j'ai vécus depuis une semaine, c'est le grand soutien inconditionnel de notre personnel. Et de vos clients également? De nos clients. Parce que l'image, elle a été écornée avec cette affaire. Alors, nos clients nous connaissent. Les hôpitaux en Belgique achètent des ampoules Stérop depuis plus de 50 ans, voire 70 ans. L'entreprise existe depuis 70 ans. Donc, c'est sérieux. C'est un métier très sérieux. Quand vous avez dû prendre votre téléphone et rassurer un peu tout le monde, quand même, j'imagine. Eh bien, même pas. Plutôt répondre à des messages de soutien en disant on vous connaît, on sait qui vous êtes,
courage, vous allez traverser ça. Et en tout cas, le travail n'a jamais cessé. Le travail n'a jamais cessé. Pendant cette période, le travail n'a jamais cessé. Il n'a même jamais ralenti. Alors, je vous propose de regarder un petit peu les chiffres, justement, de votre entreprise. Paul, avec vous. Oui, les chiffres sur 5 ans, c'est toujours bon de pouvoir comparer dans le temps. Les effectifs ont augmenté assez solidement. On est passé de 74 personnes à plus de 100. Le chiffre d'affaires a augmenté lui aussi. On est au-delà des 20 millions d'euros 2015. Et le résultat net a augmenté pour atteindre 2,8 millions d'euros au dernier des comptes publiés. C'est-à-dire qu'il a augmenté plus vite finalement que le chiffre d'affaires. Comment est-ce qu'on a travaillé ça, Sophie Kerman? Parce que nous avons développé aussi d'autres pôles. Notre métier de base, c'est la fabrication, notamment d'ampoules injectables à usage hospitalier, et pour lequel nous faisons un réel effort d'avoir un prix abordable pour une qualité exceptionnelle. Donc on ne fait pas des grosses marges. On ne fait pas de grosses marges du tout parce que ce sont des molécules essentielles qui sont vitales. C'est vraiment des produits qui sauvent des vies. C'est très important. Nous avons développé un métier de travail à façon. Donc nous fabriquons pour compte de tiers et nous fabriquons des commandes plus spéciales pour lesquelles nous pouvons avoir des marges plus importantes. Et ceci explique que le bénéfice progresse mieux que le chiffre d'affaires. Mais malgré tout, on voit, vous avez de l'ambition de vous attaquer à de nouveaux marchés et aussi peut-être de nouvelles thérapies avec cette nouvelle ligne qui est en train de se construire. Elle devrait être active bientôt. On a vu à la fin du reportage une nouvelle ligne dédiée au marché anglo-saxon. Et pour parler d'un terme un peu technique, à ces fameuses viales, c'est un compactage que vous n'aviez pas encore. Oui, c'est une nouvelle forme de conditionnement. Donc on reste dans l'injectable. Nous faisons déjà des ampoules en verre, des ampoules en plastique, des seringues pré-remplies. Et donc là, on a une quatrième forme de conditionnement, des viales, petits volumes, jusqu'à des 2 millilitres, jusqu'à des 100 millilitres. Et c'est vrai que c'est pour des marchés qui préfèrent ce type de conditionnement aux ampoules. Est-ce que tout ceci ne va pas se faire balayer, le mot est peut-être un peu fort, par d'autres pays où on produit à moindre coût? Est-ce que tout ceci ne va pas un jour, n'est pas menacé par le fait que, s'il s'agit de fabriquer ou d'assembler les choses déjà fabriquées, on pourrait imaginer qu'un jour on produit ça plus à l'est, voire très à l'est? Alors, je suis d'accord avec vous, mais la vie, c'est comme un grand cycle. Vous savez, il y a des hauts, il y a des bas, et puis il y a des vagues, et puis on les passe, et puis on s'en sort plus fort et plus grandi après. L'entreprise existe depuis 70 ans. Nous avons eu des creux, des grands creux, des hauts, des plus hauts. Dans les creux, évidemment que ces questions se posent, parce que nous étions face à une concurrence internationale qui venait des pays asiatiques, de l'Europe de l'Est, avec des prix plus bas. Et puis on s'est rendu compte que nous aussi, en optimisant notre outil, en entraînant bien notre personnel, on pouvait quelque part essayer de concurrencer cela. Et on réalise qu'aujourd'hui, le fait d'avoir tenu bon durant des années parfois difficiles au niveau de la concurrence internationale, il y a une reconnaissance de notre talent, parce que justement, le fait d'avoir depuis des années servi des ministères de la Santé, vous savez, l'expérience et les années de métier, c'est irremplaçable aussi. Alors, vous êtes depuis des années justement... on va dire dans un endroit un peu insoupçonné, cette avenue de Scheut. On va avoir une carte, une Google Map qui va bien nous montrer comment est répartie l'entreprise. C'est assez incroyable que vous parliez d'évolution, d'extension, et là vous êtes en intérieur d'îlot, là vous êtes un petit peu coincé. Là, est-ce que vous allez rester indéfiniment à Bruxelles avec ce genre de projet et ce genre d'ambition que vous avez? C'est vrai que quand on voit... Vu de haut, on est vraiment au milieu du lot. C'est un environnement urbain mixte, de grande mixité. On s'est déjà à plusieurs reprises posé la question de délocaliser, que ce soit à l'étranger ou que ce soit en périphérie bruxelloise. La raison est simple, c'est que nous avons un personnel avec un tel talent que pour nous, c'est ça le cœur de l'entreprise. Peu importe les bâtiments, peu importe le look esthétique extérieur, ce qui compte, c'est le cœur, c'est nos productions et c'est le talent de notre personnel. Oui, mais le personnel il pourrait bouger avec vous. Alors le personnel,
J'ai pas d'expérience, donc je ne peux pas vous dire oui, ce serait le cas, il nous suivrait ou non, il ne nous suivrait C'est pas. parce que c'est une main-d'œuvre exclusivement, c'est du Ce sont personnel des Bruxellois pour la plupart, des Bruxellois attachés aussi à l'entreprise, à leur vie, et je pense que quelqu'un peut se consacrer à fond à son travail s'il a aussi un environnement qui lui permet de pouvoir voir ses enfants, de pouvoir être proche de son domicile, avec les problèmes qu'on a de voitures, etc. aujourd'hui. Justement, la mobilité est peut-être un peu un point noir pour vous, avenue de ce que dans le milieu d'Anderlecht, on n'est pas le long du ring ou proche de l'aéroport, vous qui exportez beaucoup. On n'est pas loin du ring, donc pas loin de l'aéroport. Donc certes, en mais vous heure êtes de en ville non-trafic. et on imagine qu'il y a plus fluide. On est à 200 mètres d'un métro, on a des bus, on a des trains, on a du personnel qui vient de Namur, qui vient de Liège, qui vient de près de Charleroi. Donc c'est vrai que par les trains, ils viennent aussi facilement. Et donc la mobilité pour vous, ce n'est pas vraiment un problème alors que vous êtes au cœur de la ville ? Parce que la plupart des patrons qui passent sur ce plateau nous disent alors la mobilité à Bruxelles, si vous saviez, c'est la cata, on va délocaliser ou en tout cas on y songe vraiment. Mais oui, parce que j'ai vu quelques émissions. Donc nous sommes dans un métier de production. Donc la mobilité, on organise nos livraisons, ils partent très tôt le matin, donc ils sont hors trafic pour réaliser les livraisons dans le pays et à Zaventem. Vous avez encore les moyens de vous étendre là à Anderlecht aujourd'hui ? Alors nous souhaitons encore nous étendre là, parce que c'est vrai que nous avons un permis d'environnement qui nous couvre encore pour plus de 20 ans, je pense. Il n'y a pas de pollution, ni d'air, ni de bruit, ni d'eau. Et nous sommes... notre outil est qualifié, est validé, est reconnu par nos auditeurs et nos clients là. Donc c'est vrai que délocaliser, ce serait repartir à zéro, donc avoir ça. Mais je ne peux pas vous dire de quoi est fait demain. Donc notre intention, c'est de grandir, de continuer à grandir. Donc toute opportunité sera analysée. Mais à Anderlecht. Toute opportunité sera analysée, que ce soit à Anderlecht pour garder un cœur de production. On pourrait imaginer avoir un centre de conditionnement ailleurs, un centre de distribution comme nous avons déjà, mais peut-être un deuxième encore ailleurs. Donc, mais idéalement, oui, nous sommes très attachés à nos racines bruxelloises. On en reparlera dans 5 ans, alors on vous réinvitera pour faire le point sur tout ceci. Un petit extrait de l'Écho pour suivre. Récemment, une nouvelle étude des mutualités libres indiquait que l'INAMI pourrait économiser jusqu'à 150 millions d'euros par an et les patients 55 millions d'euros si les médicaments génériques étaient utilisés à plein. L'argent épargné pourrait être réinvesti dans les médicaments innovants, nous dit l'auteur de cette étude. Est-ce que c'est votre avis aussi ? Totalement. Et je pense que c'est une responsabilité sociétale très très importante. J'en parlais en coulisses tout à l'heure. C'est vrai que mon père suit un traitement et il a été choqué de voir le prix de certains médicaments. Considérant notre métier et nos valeurs et notre mission de la société Sterop, qui était vraiment de fabriquer des médicaments de qualité à un prix raisonnable pour pouvoir soigner et sauver des vies. C'est vraiment ça le plus important. Donc quand on voit le prix de certains médicaments, c'est vrai que c'est choquant. Mais c'est vrai qu'à côté de ça... Choqué par la hauteur du prix ou bien parce que le traitement est cher en lui-même ? Choqué par peut-être... donc le prix qui est répercuté sur la sécurité sociale, qui est répercuté sur l'ensemble de la société, alors qu'il y a peut-être d'autres solutions qui pourraient amener un même résultat, parce que c'est vrai que le principal, c'est la santé du patient et le bon rétablissement du patient. Donc, évidemment, je veux dire, il n'y a pas de prix cher ou moins cher quand c'est important de sauver une vie. Donc à vous entendre, certaines voix s'élèvent par exemple au Parlement européen pour dire qu'il faudrait fixer les prix des médicaments. Vous qui êtes concerné au premier chef par ces prix, vous seriez prête à rentrer dans ce jeu-là ? On fixe les prix au niveau européen par exemple ? Je pense que c'est vraiment à prendre cas par cas. Parce qu'il y a certaines molécules, les analyses peuvent être rapidement faites d'analyse de coûts. Après, il y a des produits qui ont une espèce de monopole ou qui ont des lobbies puissants qui protègent une certaine et qui donnent une certaine valeur à des produits qui n'ont peut-être plus intérêt à être aussi chers. Donc c'est une analyse
très pertinente, mais qui doit être fait, je ne pense pas de façon unilatérale, parce que tout ce qui est unilatéral peut faire des dégâts aussi. Donc, comme ça touche la santé, c'est un domaine primordial. Je pense qu'il est important, évidemment, aujourd'hui, parce que sinon on va droit dans le mur, on ne pourra plus continuer à Vous êtes d'accord qu'il y a un problème à situer le prix, la composition du prix. Le médicament, il y a un prix, il évolue parfois de façon totalement exponentielle. Et pourquoi ? On ne sait pas toujours, on ne sait pas toujours pourquoi. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un souci de transparence, de l'opacité là ? Je suis totalement d'accord avec vous. Nous avons le cas d'un produit, notre concurrent direct vend à 100 une ampoule alors qu'on la vend à 1 euro. Donc il y a des discordances énormes. Donc c'est vrai qu'une analyse précise s'impose. Je pense que c'est très important. Sophie Eckermann, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et de nous avoir un peu levé un voile sur ce monde de l'industrie pharmaceutique. On se retrouve dans un mois avec un nouveau Big Boss. Et puis n'oubliez pas, on retrouve une interview de Sophie Eckermann dans l'écho de ce week-end. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.